Donc, moi, c'est Quentin. Je suis conseiller voyage chez 66 degrés Nord depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et je connais assez bien la Norvège pour m'y être rendu plusieurs fois et c'est ma destination de prédilection, on va dire, sur tout le panel de destination de 66 degrés Nord. Voilà, j'ai été dans le nord de la Norvège, dans le sud de la Norvège, l'été, l'hiver, j'ai pu parcourir à pied, j'ai pu parcourir la Norvège aussi en kayak. Donc, voilà. Je serais ravi de vous présenter ce pays que j'adore. Top, tu auras plein de choses à nous dire en tout cas. Et bah, du coup, je laisse Cyril se présenter et ensuite Émilie. Bonjour, Cyril Valois. Alors moi, je suis guide rando, spécialiste Norvège. Ça fait pas mal d'années que je guide en Norvège pour 66 à Talente. Et je suis également guide accompagnateur pour les circuits en France. Beaucoup de circuits en France, mais je suis vraiment spécialiste pour la Norvège, soit du nord au sud. C'est un peu ma destination phare. On va dire que je m'y connais assez bien. Top, et du coup, Émilie. Et de mon côté, donc, je suis Émilie, chef de produit des terres polaires chez 66 degrés Nord et à Talente. J'ai eu l'occasion de découvrir la Norvège au travail et finalement, j'en suis assez vite tombée amoureuse. Pareil, le Nord m'a beaucoup attirée, les Lofoten bien sûr, et c'est un petit peu le cœur du pays pour nous. Et pareil, l'été, l'hiver, tout est assez enchanteur là-bas. On en tombe vite amoureux. Top, et ben merci à tous les trois. Je pense qu'on va pouvoir commencer vraiment tout de suite. Si vous voulez, j'ai lancé un petit sondage dans le chat pour savoir qui est déjà allé en Norvège. Vous êtes quand même 50-50 hein, pour ceux qui ont déjà voyagé en Norvège. Donc vous êtes là globalement soit pour aller un peu autre part ou alors pour découvrir, ou carrément pour découvrir la destination. En tout cas, vous allez être inspiré ce soir. Hop, je vous partage mon petit écran. Vous me direz si vous le voyez. Normalement, c'est censé apparaître. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, je prends ça pour un oui. Top. Ok. Et c'est parti. On va donc petit sommaire rapidement, mais en gros on va voir un peu la carte d'identité de la Norvège pour avoir un peu toutes les informations essentielles avec Émilie pour voyager là-bas. Et puis après on va vous présenter un peu les 10 expériences à vivre en Norvège avec un peu toutes leurs anecdotes et leurs connaissances de ce pays. Et on gardera un petit moment d'échange de 10-15 minutes. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre déjà soit sur le chat maintenant, on y répondra à la fin, ou à la fin, si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de problème. Et on commence tout de suite avec toi, Émilie, si tu veux nous présenter un peu globalement la Norvège, des choses à nous dire dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va vous permettre de vous situer un petit peu. La Norvège, c'est un pays qui fait partie de la Scandinavie. C'est un très grand pays, il fait 1700 km de long. Donc ça déjà, ça nous laisse place pour plein de paysages différents. Le nord, le sud, les différents archipels d'îles, c'est assez fou. La capitale est Oslo, qui est située dans le sud. On a grosso modo la plupart de la population qui est regroupée dans les villes. Comme on le voit, on n'est pas du tout comme en France, on a 14 habitants par kilomètre carré. Ce qui fait que c'est génial, ça nous laisse des grands terrains de jeu, que ce soit des parcs nationaux, ou de grandes étendues naturelles, où tout simplement, des fois, on va faire 50, 100 km de voiture sans voir quasiment une habitation. Mais ça va nous laisser des grands paysages, on va pouvoir observer, je pense, entre Trondheim et Bodø, par exemple, des peuples de rennes, des fois des familles d'élands. C'est assez magique. Dans ce pays, on parle le norvégien. Par contre, comme dans un peu toute la Scandinavie, on parle très très bien l'anglais, donc on n'a jamais eu de problème avec ça. Ça facilite beaucoup le voyage comparé à certaines autres destinations. La Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, par contre, elle fait partie de l'espace Schengen et de l'espace économique européen, ce qui fait que c'est très facilité pour voyager. On n'a pas besoin de visa, on n'a pas besoin, on peut partir avec sa carte d'identité et tout est plutôt facile là-bas. La seule difficulté, c'est que ce n'est pas la même monnaie, mais pas de problème puisque là-bas, la carte bancaire est la bienvenue partout. Donc, encore une fois, ça rend le voyage plutôt facile. Autre fait plutôt sympa sur la Norvège, c'est que du fait que le pays soit aussi long, ça nous donne, comme dit, plein de paysages, mais aussi plein de météos différents, plein de paysages différents. Que ce soit l'hiver ou l'été. L'été, on va avoir le soleil de minuit.
L'hiver, on va voir la nuit polaire et les aurores boréales. Mais au-delà de ça, même dans une journée, qu'on soit au nord ou dans les îles Lofoten, on peut facilement vivre les 4 saisons dans la même journée. Donc, dans notre sac, on va toujours avoir la crème solaire, une casquette, un gros pull, la cape de pluie, ce qui rend aussi, du coup, ces paysages très magiques parce que si demain j'y vais, ça sera peut-être différent que Cyril qui ira la semaine prochaine. On n'aura pas les mêmes paysages, pas les mêmes souvenirs, mais ça rend toujours l'expérience aussi exceptionnelle parce que c'est pas une pluie qui va nous arrêter en Norvège. Et au contraire, ça peut donner des ambiances un petit peu particulières. Et encore une fois, dès que le soleil brille, ça rend l'expérience tout aussi magique et on en profite peut-être encore plus. Incroyable, du coup, merci beaucoup, Émilie. Et donc, en fait, partir en Norvège, on peut y repartir autant de fois qu'on veut parce qu'avec cette météo, à tout moment, on a des voyages, mais totalement différents, peu importe si on retourne même au même endroit. Et la météo, ça a l'air d'être quelque chose d'assez important en Norvège, en tout cas un peu un incontournable, mais on en a 10 à vous présenter, dont le premier, quand on pense à la Norvège, on pense forcément aux fjords. Et donc avec ces photos magnifiques. Vous, par exemple, est-ce que vous avez un fjord préféré? Je ne sais pas si Quentin, toi, tu as un fjord préféré que tu voudrais nous présenter? C'est dur de choisir parce que bon, entre le nord et le sud, il y a vraiment des fjords qui sont très différents par leur ampleur, par leur profondeur. Je dirais quand même un des fjords qui m'a beaucoup marqué, ça va être le Kirkefjord au Lofoten. Là, on voit sur l'image de droite sur ton diapo le village de Reinø. Et en fait, le Kirkefjord, c'est le fjord qui va s'étirer là sur la gauche en longueur. En fait, il va être bordé de montagnes vraiment très abruptes, des grandes parois de granit très effilées. On a ce petit village de Reinø qui est un village de carte postale avec des cabanes de pêcheurs rouges sur pilotis qu'on appelle des rorbous. Et puis on a ces lumières qui viennent lécher les parois et en fonction des heures de la journée, du soleil de minuit, etc., on va avoir des ambiances complètement différentes. Et donc c'est un des fjords qui m'a beaucoup marqué. Et voilà, bon après, il y en a beaucoup d'autres que j'aime, mais on va se contenter de un. Oui, parce qu'après, sinon la visio, elle va durer beaucoup trop longtemps. Émilie, toi, est-ce que c'est ton fjord préféré ou tu en as un autre? Non, j'en ai un autre qui est pas très très loin, qui est aussi dans les îles Lofoten, qui s'appelle le Selfjord. Et là, c'est peut-être plus un peu nostalgique, puisque la première fois que je suis arrivée en Norvège, les premières saisons où j'ai travaillé là-bas, on a notre base 66 degrés nord juste au bord du Selfjord. Et donc, c'est un peu mon endroit cocon, là où je me sens un peu chez moi. Ok, trop cool. Et toi, Cyril, tu en as un autre à nous partager peut-être? Oui, ils m'ont un peu piqué mes fjords préférés, donc je vais en trouver un autre. Mais non, moi je suis assez fan. Alors, c'est pas un fjord en particulier, mais c'est plusieurs fjords qui sont sur l'île de Senja, un peu plus au nord des Lofoten, situé en gros entre Lofoten et le Cap Nord. C'est vraiment une petite île à part en Norvège qui concentre vraiment tout ce qu'on peut avoir en termes de paysage en Norvège. Et c'est vraiment tout ce réseau de fjords. C'est des tout petits fjords, ça n'a rien à voir avec les fjords du sud. On fait n'importe quel sommet sur cette île-là et on peut avoir déjà 3-4 fjords sur notre panorama. Donc, c'est vraiment tous ces fjords-là de la côte nord de Senja qui j'ai toujours plaisir d'y guider sans problème. Ok, Ouais. trop cool. Je tiens En tout cas, à ajouter vas-y. quelque chose là. Tous les trois, on a parlé de fjords qui sont pas très connus au final. C'est-à-dire que si vous tapez fjord norvégien sur Google Images, il n'y a aucun de ces 3 fjords-là qui va sortir. Les fjords les plus iconiques, ils sont tous dans le sud. Et ils sont aussi vraiment très impressionnants. Le Gerangerfjord, le Sognefjord, le Lysfjord, ces fjords-là, c'est vraiment ceux qui ressortent le plus. Nous, on a été plusieurs fois en Norvège et c'est peut-être qu'on a trouvé des petites pépites qui nous correspondent, mais sachez que les plus grands fjords et l'image d'Épinal de la Norvège, elle va plutôt se situer dans le sud. Ok. Mais ce qui est plutôt bien avec ce que tu dis, c'est qu'on a vraiment des fjords aussi très différents. Je pense au sud, du coup, c'est des fjords qui vont être assez larges, mais par contre avec vraiment des falaises rocheuses qui tombent dans le fjord, donc ça fait une image très impressionnante, comme on peut l'avoir aussi sur la photo ici au Lofoten, mais on peut en avoir, comme dit, des très étroits ou des très petits, et selon les zones ou selon l'île, ils peuvent être totalement différents. Incroyable. En tout cas, ça fait rêver. Au début, Quentin, tu parlais de petites habitations un peu particulières. On parle des rorbous. Je ne sais pas si vous voulez en discuter un peu plus, Cyril. Peut-être en tant que guide, tu as un peu l'historique, les connaissances dessus. Si tu veux nous en dire plus sur ces logements un peu atypiques de la Norvège. Ouais, bien sûr, c'est vrai que c'est l'emblème. On parle souvent des fjords, mais les rorbous, c'est les cabanes de pêcheurs.
Alors littéralement, voilà, Bu, c'est le nom d'une cabane en Norvège, et Ror, c'est la pagaie, c'est la rame. C'est ce nom-là qui fait partie de la culture. Alors c'est très propre au Lofoten, mais toute la culture de la pêche à morue, cabillaud, morue séchée, ça vient de là. Donc, c'est des cabanes de pêcheurs historiquement, qui depuis maintenant quelques années, cette activité de pêche est toujours présente, mais beaucoup moins qu'au siècle dernier. Et les Norvégiens ont eu la bonne idée de transformer ces anciennes cabanes ou d'en construire des nouvelles pour en faire des hébergements touristiques. Donc, ça fait partie du charme de la Norvège. Vous n'allez jamais trouver des hôtels au grand luxe, 5 étages dans ces parties de la Norvège. Ils ont bon goût de faire des hébergements très jolis. Et donc, vous avez à la fois des anciens rambous, on a la chance sur certains circuits d'y dormir. C'est des conditions évidemment beaucoup plus modernes. Ils ont été aménagés. Certains rambous sont plus modernes que d'autres. C'est vraiment une expérience en soi. Notamment, je pense à certains rambous qui sont dans le village, on va dire, les villages les plus typiques, qui est notamment la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est à Nusfjord, pour le Lofoten, où là, clairement, vous avez encore des rambous qui datent vraiment de l'époque, de la grande époque de la pêcherie, et de la pêche à la morue au Lofoten. Non, c'est une très belle expérience. C'est une expérience à vivre. Si vous venez en Norvège, et notamment au Lofoten, clairement, c'est indispensable, et quasiment tous nos circuits, vous allez y dormir dedans. C'est obligatoire. Et, et toi, Émilie, est-ce que tu as peut-être une petite expérience à nous partager d'un sommeil en hors-boue? Je sais pas si tu as bien dormi, qu'est-ce que tu as Ah vécu? oui, on y dort souvent très très bien et surtout une grande majorité, je dirais, sont dotés de quelque chose de pas trop mal qui s'appelle un sauna. Donc on a parfois la chance de pouvoir, hop, on saute dans le sauna, on se réchauffe quelques minutes et puis après, si on a une des belles vues comme sur la photo, pourquoi pas faire un petit plongeon dans l'eau froide? C'est toujours très rafraîchissant, moi j'adore ça. Et par contre, oui, les vues sont toujours à tomber par terre. Donc c'est une expérience authentique de A à Z. Bien, ça a l'air incroyable. Je sais pas, Quentin, tu as quelque chose à rajouter ou je pense qu'ils ont tout dit? En fait, moi, j'ajouterais que le rorbu, c'est un peu l'emblème d'un concept qui est très propre aux Scandinaves, enfin aux Norvégiens même. C'est le Koselig, qui est le fait d'être dans un environnement confortable, vraiment cocon, quand les éléments à l'extérieur sont rudes, voire déchaînés. Et ce côté de venir chercher le confort de ces petites maisonnettes qui ont une super vue, qui sont vraiment douillettes, alors que dehors, c'est la Norvège du Nord, c'est l'Arctique. C'est assez représentatif de l'état d'esprit des Norvégiens, qui vont être constamment un peu sur cet entre-deux d'une nature très rude, très brute, et ces intérieurs très cocooning finalement. Ok, bon, ça donne envie, en tout cas, quand vous le racontez, tout ça. C'est génial. Une des troisièmes expériences incontournables, c'est un peu les randos mythiques, puisque c'est vrai que quand on pense à la Norvège, il y a quand même des photos assez phares qu'on voit. Est-ce que, Émilie, peut-être, toi qui connais bien la Norvège, tu peux nous en parler un peu plus, Trolltunga par exemple, ou Reiten, enfin, je voudrais pas écorcher les noms, donc je vais pas trop m'aventurer, j'avoue. Alors, c'est pas mal parce que dans la petite liste qu'on a ici, on a à la fois des randonnées qu'on trouve dans le sud, comme Trolltunga, qui veut dire littéralement la langue du troll. Donc, on a encore beaucoup ces histoires de trolls qui sont très présentes dans la culture norvégienne, et c'est d'ailleurs très intéressant. Et à la fois des randos comme le Munkan ou le Ritten, qui, elles, sont dans les Lofoten, mais grosso modo, on en a un petit peu partout en Norvège, et c'est ce qui est très riche. Ce qui est super, c'est qu'on va avoir des super points de vue. Dans les Lofoten, par exemple, on n'a pas besoin de monter très haut, de faire du 2000 de dénivelé, 1500 de dénivelé, pour avoir des vues comme ça sur différents fjords, sur vraiment ces îles qui sont très découpées par les eaux, comme par exemple sur la randonnée du Munkan. Et pourtant, certaines sont aussi, et je tiens à dire parce que je ne suis pas la plus grande des sportives, comparée peut-être à mes deux amies ici, et on arrive à trouver aussi des randos qui sont aussi accessibles à tous, que ce soit à la personne qui veut marcher 2-3 heures jusqu'à la personne qui part en trek avec son sac à dos pendant 8 heures sans problème. La rando Trolltunga, on est plus sur du 8 heures de marche et du 1000 mètres de dénivelé. Et pourtant, voilà, on trouve encore des randonnées qui sont assez accessibles, où il suffit de monter un petit peu et d'avoir ce point de vue très mémorable sur les fjords, sur la mer.
Oui, toi, Cyril, du coup, qui est guide en Norvège et qui a l'habitude de peut-être guider différents niveaux avec les voyageurs, tu peux nous en dire un peu plus sur le niveau, comment ça s'adapte, si les randos, même si c'est des petites randos, on a quand même des super jolis points de vue, ce genre de choses. Ouais, clairement. Enfin, au risque de répéter ce qu'Émilie dit, mais clairement, c'est ça. Je trouve, une des particularités des circuits en Norvège et de la Norvège en général, c'est que déjà, même, moi, j'ai envie de dire, même au bord de la route, même sur le parking, vous avez des points de vue hallucinants. Les sommets, vous êtes sur des sommets qui sont assez faibles, même sur des parties sud de la Norvège où la route, le départ, on va dire, se fait déjà haut en altitude. Pas besoin d'aller faire 8 heures de marche pour aller voir votre point de vue. C'est-à-dire que dès que vous commencez votre rando, clairement, vous avez un point de vue tout de suite. Donc ça peut être assez perturbant parce qu'on a l'habitude, on va dire, pour d'autres destinations, je pense notamment en France, beaucoup en France, où la première partie, voilà, il y a quand même une longue approche avant d'avoir une ambiance montagne, je parle pour la France. En Norvège, dès le début, il faut savoir se retourner, profiter, parce que toute votre rando, même en petit sommet de 200 mètres de dénivelé, vous allez avoir des panoramas de dingue à chaque fois. C'est une des particularités, ouais, clairement, de la Norvège. Ok. Et vous parlez tous un peu de vision qu'on a sur l'eau, que ce soit sur les randos ou même via les rorbous. Euh, on peut faire aussi du kayak en Norvège. J'ai bien compris que le spécialiste du kayak, c'était Quentin ici. Et je pense qu'on a quand même pas mal de questions sur tout ce qui est équipement, niveau. Est-ce qu'il faut un certain niveau pour faire du kayak? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait du kayak en Norvège? Bah, le kayak en Norvège, c'est excellent parce que, comme disait Cyril, même au départ des randos, on a des super vues. Alors, même depuis en fait, le niveau de la mer, on a des super vues en Norvège, puisque c'est vraiment cette rencontre entre la montagne, voire la haute montagne et la mer. Et du coup, depuis l'eau, depuis la mer, on peut en profiter. On a même des points de vue différents. On peut accéder à des endroits qui, par la terre, sont difficilement accessibles. En termes de niveau, ça va être accessible pour la plupart du temps à des gens qui n'ont pas forcément une grosse expérience en kayak, dans le sens où il n'y aura rien de technique sur l'immense partie des itinéraires, parce qu'on va être sur des fjords qui sont abrités, protégés, où la houle sera très faible. Dans certains fjords, il peut y avoir des mouvements de marée, etc., qu'il faut anticiper. Mais globalement, on est sur des eaux qui sont calmes et on peut pagayer tranquillement et profiter des paysages. On a en Norvège aussi l'Allemagne qui est le droit de camper partout tant qu'on est à 150 mètres des habitations. Et du coup, on peut faire des itinérances en kayak en allant sur des petites plages secrètes, sur des petites criques, voilà, pour camper et poursuivre ces itinérances voilà, entre les îles, entre les différents fjords. Et donc, c'est une manière de découvrir la Norvège qui est différente et qui est tout aussi intéressante. On a aussi la faune marine qui va être présente, la faune aviaire qu'on va pouvoir voir aussi. On peut être en train de pagayer, par exemple, dans le Selfjord qui plaît beaucoup à Émilie. On peut être en train de pagayer dans ce fjord. Et sur les petits îlots qu'il va y avoir dans ce fjord, on va voir un pigargue à queue blanche. Donc, c'est un grand aigle marin qui va décoller. Voilà, il y aura tout un tas d'oiseaux marins. Je me rappelle aussi avoir vu, depuis la Terre cette fois, un groupe de kayakistes qui évoluait au large de Nesfjord. Et il y avait 3 orques qui tournaient autour. Donc, vraiment une faune vraiment arctique, quoi, qu'on peut observer dans ces eaux-là, et très dépaysante. Et donc, c'est une expérience voilà, que je trouve vraiment indispensable quand on va dans ces pays-là, parce que c'est des pays qui sont, même s'ils sont très montagneux, ils sont aussi très tournés vers la mer. Et donc, ça fait sens de les explorer aussi par voie de mer. Ça donne envie en tout cas. Et si on peut faire un petit point sur l'équipement, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à savoir? L'équipement, en tout cas, nous, qu'on propose sur les voyages, c'est des kayaks biplaces voilà, qui sont en plastique, qui sont pontés. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont recouverts sur le dessus. On va pouvoir mettre des affaires à l'intérieur si on part sur des itinérances. On a une jupe de kayak qui vient recouvrir l'îloir, qui est ce trou dans lequel on va se glisser dans le kayak, ce qui fait qu'on n'a pas d'eau qui rentre dedans ou très peu. Donc, on peut maintenir des affaires au sec. Le mieux, c'est d'avoir une combinaison étanche. Nous, on fournit des combinaisons étanches, des vraies combinaisons étanches. Ce n'est pas des combinaisons de surf qui sont ouvertes aux pieds. Non, les pieds sont englobés, ça monte jusqu'en haut du cou et il n'y a pas d'eau qui rentre. Donc, on peut vraiment pagayer en restant un maximum au sec. Pour les plus pêcheurs d'entre nous, on peut se munir d'une petite canne à pêche qu'on accroche au kayak
Et là-bas, c'est vraiment pas compliqué de pêcher la morue et tout type de poisson. On peut facilement partir en se disant qu'on va manger un poisson qu'on aura pêché pour le dîner. Ça, c'est assez facile à faire. Et d'ailleurs, sur la plupart de nos circuits en itinérance, c'est ce qui se passe. Ok, trop cool. Donc on ramène notre nourriture et je trouve que c'est parfait pour notre transition parce qu'on a parlé un peu de la culture de la Norvège. Et c'est vrai que quand on pense à la Norvège, on pense à une nourriture qui n'est pas forcément incroyable. Je ne sais pas si Émilie, par exemple, tu peux nous parler un peu de la gastronomie là-bas, des plats un peu typiques. Absolument. Je ne sais pas si je suis d'avis qu'on mange bien ou qu'on mange mal. On mange des choses qui peuvent être étonnantes et comme des choses qui peuvent être très très bonnes. Là en photo par exemple tu as mis une soupe de poisson, c'est un super exemple. Les produits de la mer on peut en manger mais à foison, que ça soit du saumon. Je pense aussi au torkfish qui est de la morue séchée qu'on voit des fois par exemple dans les îles Lofoten séchées sur des espèces de grands trépieds en bois. Ils font sécher durant l'hiver et en fait ça permet à l'eau de sortir du poisson sans qu'avec le froid en fait le poisson ne pourrit pas. Et c'est donc un poisson séché qu'on va pouvoir soit réhydrater, soit manger comme ça. Ça c'est une spécialité par exemple que j'adore mais qui est très particulière. Où on va aussi avoir par exemple le brunost qui est on le qualifie parfois de fromage, mais ça se mange plutôt sur des gaufres plutôt sucrés. C'est assez particulier. Je recommande le test, après avoir dans le quotidien si je n'en mangerai pas tous les jours. Mais voilà, on propose vraiment sur tous nos circuits à ce qu'on goûte les choses. Quand on voyage dans un pays, c'est bien de s'immerger dedans, dans la culture jusqu'au bout. Donc, que ce soit l'apéro, pendant les repas. Nous, on est vraiment dans ce sens-là où on a envie de tester la culture locale jusqu'au bout. Donc, on va inviter nos voyageurs à le faire également. Mais c'est quand même pas mal. On mange très très bien sur nos circuits. Et Cyril, qu'est-ce que tu en penses? Tu cuisines pas mal? Rien à rajouter, oui, nous, en tant que guide, on fait de la cuisine, on achète des produits locaux, et c'est clairement notre motivation en tant que guide de vous faire découvrir la nourriture locale. Évidemment, beaucoup de poissons, mais on mange aussi du renne, beaucoup de viande, on a des légumes en Norvège, contrairement à ce qu'on pense. On a même des fruits qui viennent de Norvège, il y a du sud de la Norvège dans les serres, mais on peut manger aussi très sainement avec des produits locaux. Et clairement, oui, c'est nous, notre motivation, de vous faire goûter ces produits. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais quand on part sur des destinations comme ça fait clairement partie de la culture. Il n'y a pas que les paysages, que la montagne, que les fjords, que le kayak. La nourriture, clairement, fait partie de la culture locale. Ok. Et autre chose sur la culture locale, tout à l'heure on parlait un peu des trolls avec Trolltunga. Ça a l'air d'être quelque chose d'important chez eux. Concrètement, en fait, comment ça se traduit sur place pour un peu ces mythes, en tout cas, de trolls et bah, les Vikings qui ne sont pas des mythes évidemment. Mais voilà, comment ça se traduit sur place en Norvège? Je ne sais pas si Cyril, peut-être tu as l'habitude d'en parler avec les voyageurs. Oui, bien sûr, et ça fait clairement partie de la culture. C'est même, pour parler concrètement, c'est même l'ancienne religion de ce pays-là, des Norvégiens, avant que la Norvège soit christianisée. Donc clairement, oui, ça fait partie de la culture norvégienne. Évidemment, tout s'y prête. Vous avez des noms de sommaires, on parlait tout à l'heure du fameux Trolltunga. Il faut vraiment savoir que c'est pas quelque chose de folklorique qui est juste pour les cartes postales, pour les musées en Norvège. Ça fait clairement partie de leur culture. Rigole pas avec ça. Clairement, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas fait juste pour amuser les vacanciers qui viennent en Norvège. Donc non, c'est très important. La culture viking, évidemment, si on est en laps de temps historique assez court, même dans le ressenti, on dit souvent, j'aime pas parler de clichés, mais la culture, la mentalité norvégienne, on parlait tout à l'heure de la météo. En météo en Norvège, vous avez des magnifiques photos de ciel bleu, vous avez des fois des météos un peu plus nordiques. Il faut savoir, si vous avez toutes ces conditions-là qui peuvent être réunies dans une journée, que la mentalité viking vient aussi d'accepter cette météo-là, et qu'au final, c'est comme ça qu'on en profite le plus, de savoir, tout simplement, de bien s'habiller, de manger différemment. Donc, on a un peu cet historique viking qui est très présent encore dans la culture moderne. Ok, bah au moins il y a Pour compléter, Vas-y, dis-nous. ce que dit Cyril, c'est que si vous vous rendez en Norvège et que du coup vous faites face à ces paysages qui sont tellement gigantesques, tellement avec plein de ruptures sur les montagnes, sur la mer, sur les fjords, on peut que comprendre qu'ils croient à l'existence de géants, de trolls et de forces surhumaines, parce qu'en fait, on se dit, mais pour forger des paysages pareils, il y a forcément des trolls, des dragons, des géants qui se sont battus, qui ont livré des batailles ici, parce que c'est pas possible autrement. Et je pense vraiment que
toute cette culture dont tu parlais, Cyril, elle est aussi liée à la géologie, à la géographie de leur pays qui est un peu écrasante par certains aspects. Je pense que c'est parfait, vous avez tout dit en tout cas et on a très envie de croire à ces trolls maintenant, en allant en Norvège, vraiment. On peut passer maintenant à un sujet, qui est vraiment, cool et en tout cas que autant chez 66 que chez Atalante, nous on essaye de développer, c'est, le voyage en train. Donc, de ce que j'ai compris, la Norvège, en tout cas le sud de la Norvège est très, très bien desservi, en train. Je ne sais pas si l'un de vous a déjà pris, le train, dans ce pays, mais s'il veut en parler un peu plus, Émilie ou ouais, ou Cyril, peu importe, comme vous voulez. Alors moi, personnellement, voilà, on a beaucoup de voyages oui, dans le sud, où on peut se déplacer d'une région à l'autre en train. Clairement, c'est comme on le voit sur les photos, on est sur des paysages hallucinants pendant tout le trajet. Vous avez la chance d'avoir des trains qui vous emmènent d'une ville à une autre, forcément. Et dès que vous quittez la ville, pendant quelques heures, vous avez des paysages qui changent constamment, à chaque virage, à chaque tunnel. Donc clairement, ouais, c'est un très beau voyage à faire. Et à titre voilà, personnel aussi, on a la possibilité en Norvège, malgré un dépaysement qui est quand même assez fort par rapport à la France, de pouvoir y accéder en train. Alors, on va mettre 2-3 jours pour y aller, mais c'est une possibilité qui, au départ de Paris, de Lyon, de grandes villes françaises, peut vous amener en Norvège directement en train. Donc, on peut voyager en interne en train et aussi on peut y aller en train. C'est vraiment quelque chose d'assez chouette en Europe. Et ce qui est aussi super en Norvège, c'est qu'on peut accéder, on peut vraiment faire cette rupture entre la ville et la nature directement en train. On a par exemple un train qui part de Oslo et nous emmène jusqu'aux montagnes de Finse, où on peut accéder en fait à un refuge de montagne directement à quelques mètres de la gare, pardon, et partir du coup 2 jours en pleine nature, randonner autour de cet endroit et puis reprendre le train pour peut-être la nouvelle destination, Bergen, et continuer comme ça à faire différents points de chute. Et c'est vraiment un super moyen de transport qu'on utilise de plus en plus. Trop bien et ils ont l'air confort en plus ces trains quand on les voit. Ouais, très confort, je confirme. Ouais. Et puis, les vitres très bien nettoyées pour vraiment profiter du paysage. C'est très important. La SNCF pourrait peut-être s'en inspirer. Exactement. Alors après, les Norvégiens, ils sont très forts pour mettre différentes options. Il y a l'option normale où tu es sur ton siège, et puis il y a l'option normale plus où tu as un siège qui s'allonge, puis tu as l'option couchette où là c'est bien, et puis tu as l'option couchette plus premium où là tu vas avoir aussi ta salle de bain privée. Donc on peut un peu choisir son niveau de confort aussi en fonction du niveau du budget. D'ailleurs, pour revenir sur le budget, il faut savoir que par rapport aux standards français, les trains en Norvège, ils sont pas chers. Vraiment, ils sont pas chers. Ouais. C'est pour les distances parcourues, vraiment, moi j'étais surpris du prix qui était assez faible. Ok, bon bah voilà, le bon conseil en tout cas de cette vidéo, c'est voyager en train en Norvège, ça coûte pas si cher et en plus c'est confort et vous voyez des paysages incroyables parce que les vitres sont bien nettoyées. Et ça, on prend, vraiment. Autre chose qu'on entend souvent, en tout cas l'été quand on part en Norvège, c'est le soleil de minuit. C'est vrai que c'est quelque chose qui a l'air assez incroyable, se dire qu'on ne voit jamais la nuit à un moment donné, c'est fou. Est-ce que, je ne sais pas, perdre cette notion de temps, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là dans le voyage? Émilie, si tu veux en parler, parce que tu as dû le vivre en étant sur base assez souvent. C'est vrai que ça peut être déroutant, surtout les premiers jours où on est vite en train de discuter dans un salon et puis on regarde la montre et puis en fait il est 2 heures du matin et puis on a l'impression qu'il est 18 heures, donc on peut vite perdre cette notion du temps. Et à l'inverse, se dire ah bah on en profite pour faire ça et ça. Et puis au bout du 3-4e jour, on commence à sentir la fatigue qui finalement arrive. Et en même temps, moi je trouve ça assez magique parce que ça nous permet aussi de perdre cette notion du temps, peut-être aussi décaler nos journées. On en parlait tout à l'heure. Mais ça peut nous permettre, en fait, si maintenant, à un tel endroit, on a un petit peu plus de monde, et ben, on décale la journée, allons randonner à 18 heures, et puis on dormira plus tôt le lendemain, on fera une petite grasse matinée jusqu'à midi. Et en fait, on peut comme ça partir faire de la randonnée, du kayak à 22 heures, 3 heures du matin. Nous, c'est ce qu'on fait l'été, quand des fois, après notre journée de travail, on n'est pas encore assez fatigué, et ben, on prend les kayaks depuis le Selfjord, et ben, on va encore se faire un bon petit tour d'1 ou 2 heures. Et c'est assez magique parce que du coup, il n'y a personne, et pourtant,
on pourrait croire qu'il est 14 heures. Incroyable. Et toi, Cyril, du coup, ça te permet un peu d'adapter les journées en tant que guide sur les voyages, c'est ça? Exactement, ouais. Je pense notamment, là, on a pas mal de nos circuits où on a la chance de pouvoir dormir dans un refuge pour Lofoten. Et très souvent, on emmène des groupes dans ce refuge et on est vraiment dépendant de la forme du groupe, si les gens sont plus fatigués, ou de la météo. Et nous, en tant que guide, on peut choisir le meilleur créneau pour aller faire en sommet, descendre aux plages mythiques, qu'on voit notamment sur notre fond d'écran. Donc, vous voyez, de commencer des randos à minuit et de pouvoir les revenir au refuge à 5 heures du matin et de faire notre grasse mat jusqu'à 11 heures. C'est même en termes de sécurité, c'est même très agréable parce qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. On n'a pas cette obligation d'avoir des frontales pour pouvoir rentrer avant la nuit. En termes de paysage, c'est des couleurs. Évidemment, vous allez voir, il y a des très belles photos. On a notamment là sur Internet, mais c'est vraiment quelque chose à vivre. Il faut savoir aussi, contrairement à ce que pas mal de gens pensent, que le soleil de minuit, c'est pas quelque chose de ponctuel à minuit. Je préfère le dire parce que souvent les gens se posent la question là, quand ils arrivent en Norvège. C'est quelque chose qui va durer toute la nuit. C'est juste que voilà, vers minuit, 1 heure du matin, les heures d'été, vous avez votre soleil qui est le plus bas au niveau de l'horizon. Et vous avez une ambiance coucher de soleil qui, chez nous en France, va durer peut-être 5-10 minutes. Et là, on a la chance que ça dure toute la journée quasiment. Donc, c'est vraiment quelque chose à vivre et qui est très agréable. Et donc là, maintenant, les journées de 24 heures, elles existent vraiment grâce à ce soleil de minuit. Trop bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Quentin? Je sais pas, une petite expérience que tu as vécue ou ils ont tout dit? Bah, le risque après, c'est de pas dormir, quoi. Moi, je me suis épuisé, en fait. Quand on a fini son dîner, qu'il est 23 heures et qu'il fait encore jour, bah, en fait, on a juste envie de partir en rando. Moi, j'étais comme un fou la première fois que j'ai atterri en Arctique, là, au Lofoten, et avoir ce soleil qui reste au ras de l'eau pendant des heures et des heures. Bah, voilà, en fait, on n'a pas envie de se reposer, on a juste envie d'en profiter tout le temps, tout le temps. Après, comme disait Émilie, on est un peu rattrapé par notre physiologie, hein, qui n'est pas faite pour rester éveillé des jours et des jours. Mais franchement, les premiers jours, on a tendance à ne juste pas vouloir dormir et en profiter encore et encore. Si je peux juste ajouter quelque chose, ouais, nous, en tant que guide, c'est aussi un peu notre rôle de dire à notre groupe, bon, là, il est 2 heures du matin, on va se coucher, ça m'arrive quasiment à chaque fois. Le premier jour, les gens attendent en coucher de soleil. Et on leur explique que non, le coucher de soleil, ça va être toute la nuit, donc c'est très joli. Et si on veut profiter des belles randos le lendemain, il faut penser à se coucher. Mais c'est une chouette expérience à vivre. Et si vous allez en Norvège du Nord, l'été, prenez un masque de nuit. Vraiment, parce que ça a beau être un pays qui a le soleil de minuit, on dirait qu'ils n'ont pas inventé les volets. Bon, top. Donc, on prend un masque de nuit pour dormir. Voilà. Et on pense à se coucher, même si on n'en a pas envie, du coup. On prend note. Du coup, on parlait un peu de nos voyages, etc. Mais c'est parce que 66, vous avez une base locale quand même sur place. Émilie, toi qui connais du coup très bien cette base pour y avoir passé du temps, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le matériel, les équipes, etc. Bien sûr. Donc, on a une base qui est située dans les îles Lofoten, sur la commune de Fredvang, qui est vraiment, on va dire, au centre de Lofoten, plutôt dans la partie sud, mais ça nous donne vraiment la possibilité de partir en étoile, en fait, d'être plutôt proche de toutes les parties des îles Lofoten, mais à la fois de partir faire un circuit dans le sud ou encore un autre au Cap Nord. Donc ça, c'est plutôt pratique. On a toute une équipe en été qui est présente là-bas. Donc, on a les responsables des opérations qui gèrent vraiment les départs et les arrivées. On a bien sûr aussi tout notre matériel. Donc, on a des véhicules type trafic 9 places. Donc, ça reste plutôt des petits groupes de 1 ou de 2 trafics, donc maximum 15 personnes. On va avoir notre flotte de kayaks, on en a plusieurs même. Tout notre matériel aussi d'hiver, les raquettes, puisqu'on s'en parlera peut-être plus tard, mais on a aussi les séjours en hiver. Nos raquettes, nos skis, etc. Tout le matériel pour opérer nos séjours toute l'année. Et c'est vrai que pour nous, en tant qu'équipe, moi qui ai fait des saisons là-bas, c'est le meilleur endroit de la Terre pour passer son été. Je ne sais pas, moi, cuire des pizzas au feu de bois sur la plage juste à côté de la cabane qu'on appelle ici le Nost, qui veut dire cabane à bateau, ou abri à bateau. Et comme dit, partir faire du kayak à 3 heures du matin, c'est vraiment un travail qui est très sympa à faire. Et surtout,
ce qu'on aime, je pense que ni Quentin ni Cyril me contredira, c'est que chaque été, en fait, on voit tout simplement notre travail sous nos yeux. C'est-à-dire qu'on voit des clients qui ont des étoiles dans les yeux, des voyageurs qui n'attendent que de revenir ou de découvrir des autres destinations. Donc, c'est le plus beau des cadeaux. Et c'est vrai que chaque année, on aime revenir à partir du mois de juin sur Fred Wang pour y travailler. Et toute notre équipe de logisticiens, nos responsables réceptifs, opérations, sont là pour faire que nos voyageurs passent un bon moment. Voilà, donc vous pouvez faire confiance globalement à notre équipe. Tout se passera bien pour passer de merveilleuses vacances en Norvège, que ce soit du coup là pour l'été ou on en parlera peut-être plus tard pour l'hiver aussi. D'ailleurs, on a quelques questions sur l'hiver, mais on y reviendra après. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. On prendra 10 minutes, un quart d'heure pour y répondre sans problème à la fin de cette vidéo. Surtout, ce qui fait un peu notre force et qui fait que souvent on a des souvenirs un peu inoubliables des voyages en Norvège, c'est le fait de le vivre en petits groupes. Vous êtes, forcément, Cyril, tu es guide, donc tu as pas mal de souvenirs avec les petits groupes. Mais même Quentin, toi, est-ce que tu as un souvenir à partager en particulier qui te fait un peu vibrer quand tu repenses à la Norvège? Ouais, alors il se trouve que j'ai aussi guidé en Norvège, j'ai aussi cette casquette-là. Et j'ai guidé notamment un séjour l'hiver, pour le coup, en Norvège du Nord, du coup, dans la région qui est plutôt autour de Tromsø. Et j'avais un groupe avec des personnalités assez fortes, des gens qui, normalement, se seraient peut-être pas tous retrouvés ensemble dans la vie de tous les jours, mais qui, là, dans le cadre de ce voyage, voilà, où on essaye de voir les aurores boréales, où on fait de la raquette, se sont retrouvés et ont appris à se connaître. Et j'ai trouvé ça très beau que pendant ce voyage-là, j'ai initié une bataille de boules de neige, donc vraiment un truc très enfantin, et ils se sont tous mis à se jeter des boules de neige dans la tête pendant des minutes et des minutes, et j'arrivais pas à les arrêter. Ils jouaient comme ça, comme des enfants, alors qu'ils se connaissaient pas. Probablement que si s'étaient croisés en France, ils se seraient même pas parlé, mais là, c'était devenu les meilleurs amis du monde pour juste le temps voilà, de ce jeu enfantin dans la neige, dans une forêt de bouleaux, voilà, en Norvège, dans un cadre un peu enchanteur. C'est un souvenir qui marque et qui me fait plaisir de se dire qu'on propose des expériences pareilles aux gens et qu'il y a des choses qui restent pour eux aussi, je pense. Oui, forcément, c'est sûr. On parlait un peu de météo tout à l'heure, on peut avoir les 4 saisons, et cetera. C'est vrai que le groupe, ça peut peut-être aussi aider à passer des moments plus difficiles en Norvège quand il fait pas beau, par exemple. Je sais pas, Cyril, tu as eu des expériences, à mon avis, où le temps était pas fou, mais le groupe a aidé à faire en sorte que ça se passe mieux? Ouais, bien sûr, je pense que vous en doutez que la météo en Norvège est très changeante. En fait, c'est ce qu'il faut savoir. C'est que vraiment, quand vous partez le matin de votre hébergement, de votre refuge, de votre orbeau, vous pouvez très bien avoir un temps ensoleillé, une demi-heure après, avoir un temps un peu plus couvert, mais ça marche dans les deux sens. Donc ça, c'est quelque chose à accepter, nous, en tant que guide. On va évidemment insister là-dessus, mais c'est clairement quelque chose où, quand vous êtes dehors, vous avez tout, et c'est des ambiances magiques. Moi, j'ai une anecdote, je viens de penser, qui est assez rigolote là-dessus, où on part sur faire un sommet voilà, très, très connu au Lofoten, avec un point de vue que tout le monde attendait depuis le début du circuit. Bon, je leur explique que la météo est un peu capricieuse, mais qu'on peut avoir, parce que je sais qu'au Lofoten, je sais qu'en Norvège, ça marche comme ça. Il ne faut pas partir le matin en disant « Ah, il ne fait pas beau, il ne va pas faire beau toute la journée. » Non, ça change très vite. Et donc, on se retrouve au sommet. On a la chance en Norvège que le réseau téléphonique capte partout. Nous, en tant que guide, on est aussi formés pour. On prend la météo et je vois que d'ici une petite heure, il va y avoir peut-être un créneau pour avoir une vue qu'on attendait tous. Et là, je sors, on va dire, l'outil magique du guide qui doit faire patienter son groupe pendant à peu près une heure. Je sors le jeu de Uno. Et donc, on s'est fait une partie de Uno au sommet, dans la purée de pois, clairement. Et très belle partie de Uno. Et il se trouve que voilà, un peu comme prévu, non, parce que la météo, évidemment, peut se tromper dans les deux sens. Au bout d'une heure, on a eu une vue magnifique, quoi. Et avec un groupe ou une personne tout seul, moi je le vois, parce qu'on voit beaucoup de gens qui randonnent et qui voyagent tout seuls en Norvège. Je suis quasi sûr que sans l'effet de groupe, c'est pas forcément le guide, sans l'effet de groupe, c'est redescendu tout de suite, se mettre au chaud, dans un très bon café qu'il peut y avoir en Norvège, au chocolat chaud, un petit roule à la cannelle, mais ils n'auraient pas eu la vue qu'on a eue. Donc ouais, je trouve que c'est des choses qui nous arrivent quasiment à chaque voyage là-haut. Donc voilà, faut le savoir, faut l'accepter. Après, on peut très bien avoir des semaines entières de grand ciel bleu, mais j'ai jamais eu de semaine entière où vous avez un temps
à ne rien voir. C'est, je trouve, là, une des particularités de la Norvège. Vous avez forcément un très beau créneau météo, au moins dans la journée, tout peut arriver. C'est incroyable cette anecdote. Est-ce que toi, tu en as une un peu comme ça aussi, Émilie, ou plus mignonne, je sais pas? Ah, j'en ai plusieurs, mais si je devais en choisir une, c'était la première fois que je venais en Norvège, en tout cas la première fois, 2 semaines, j'allais dans les Lofoten. Et en fin de saison, donc en août, on s'est fait une nuit à Fredvangita, qui est du coup notre refuge un peu phare qu'on adore. Et donc c'était en fin août, on commence à avoir vraiment des périodes de nuit. En tout cas, il y a vraiment ce côté sombre de la nuit. Et justement, on voyait par contre encore 2-3 heures du matin, on voyait le coucher de soleil sur l'horizon. Et juste au-dessus de nous, on s'est mis à observer, elles étaient légères, mais quelques aurores boréales. Donc en fait, on avait les deux opposés. On avait le début de la nuit polaire avec la petite aurore boréale et le soleil de minuit qui continuait à essayer de résister encore un petit peu quelques jours. Et tout ça en haut au pied d'un sommet, à Fredvangita, qui est déjà bien en altitude. On avait la vue des fjords des deux côtés. C'était une nuit inoubliable. Et comme mes collègues l'ont dit, je pense que c'est des souvenirs, même si on ne se connaît pas une semaine avant et qu'on se parlera peut-être plus, peut-être aussi. Les contacts entre nos voyageurs subsistent des fois longtemps. Mais c'est vraiment un moment clé qu'on va vivre vraiment qui est unique, où il n'y aura que notre petit groupe de 8 personnes, de 15 personnes, qui aura vécu ça. Et on repart un peu avec ce sentiment on a notre secret un petit peu au coin du cœur qui restera à nous pour toute notre vie. Incroyable. Non, mais c'est vrai que globalement, les voyages en petit groupe, il y a quand même quelque chose qui se crée, que ce soit en Norvège ou ailleurs dans le monde, il y a quand même quelque chose qui se crée assez souvent sur ces voyages et qui font que bah, les voyages ils deviennent uniques parce que tout le monde est différent et que tous les petits groupes sont différents. Donc, c'est ça qui est vraiment trop chouette. Trop bien, merci pour ces petites anecdotes. On a un petit bonus, parce que là, on a parlé que de l'été, parce que bon, c'est ce qui arrive et on veut un peu de l'inspiration pour cet été. On a très envie de tous être en vacances. Mais on peut aussi un peu parler évidemment de l'hiver, parce que bah, la Norvège, c'est aussi la neige, les raquettes, le ski de rando. Il me semble que Quentin t'a guidé, non, en Norvège en hiver? Ouais, et bah, je sais pas si tu veux partager une expérience, un peu ce que tu as vécu, n'hésite pas. Et puis, bah, pareil, si vous voulez après partager quelque chose, ce sera à votre tour. Effectivement, bah, j'ai eu la chance de guider un séjour en Norvège, donc comme je disais, plutôt sur la partie vraiment nord de la Norvège, entre la ville de Tromsø, qu'on appelle le Petit Paris du Nord, qui est la grande ville principale en Norvège du Nord, les Alpes de Lingen, une partie très montagneuse située à l'est de Tromsø, et l'île de Senja, dont parlait Cyril tout à l'heure. Et donc, j'ai guidé un séjour qui s'appelle Aurore boréale en Norvège du Nord, qui est un séjour qui se fait en raquette et où clairement, l'un des buts, comme le nom l'indique, c'est d'observer des aurores boréales. Donc, en plus de ces petites sorties qu'on va faire dans la neige la journée, le soir, on va tenter de ressortir pour observer voilà, ce phénomène assez hors du commun. Pour ce faire, on utilise des applis de nos jours. On a des applications qui vont se baser sur des données de satellites pour nous dire l'intensité des vents solaires, l'orientation des vents solaires et nous donner un indice qui nous donne une probabilité pour voir à telle heure une aurore boréale de telle intensité. Mais parallèlement à ça, il faut aussi regarder la météo pour savoir si on aura le créneau météo en même temps. Et du coup, on fait un peu notre tambouille et on se dit, OK, on se réveille à 4 heures du matin et on va voir si c'est dégagé. Et puis après, on se recouche peut-être, on retente à 6 heures du matin. Bon, voilà, ça peut être un peu comme ça. Cyril, tu pourras, je pense, aussi en parler parce que je crois que c'est un séjour que tu as pas mal guidé. Parfois, en tant que guide, on est un peu fatigué de devoir se lever toutes les nuits pour observer les aurores boréales alors qu'on a guidé toute la journée et qu'on a fait la cuisine. Mais l'enthousiasme des clients, des voyageurs fait qu'en général, on y va quand même. Et puis, quand on a la chance de pouvoir faire découvrir ça aux gens qui se sont déplacés si loin pour tenter d'en apercevoir une, en général, toute la gratitude qu'ils ont, ça nous fait du bien. Et voilà, ouais, la Norvège en hiver, c'est encore une autre expérience. Les paysages, ils sont tout nimbés de blanc. Comme tu l'as dit, on peut faire de la raquette, mais on peut aussi faire du ski de randonnée pour les amateurs de poudreuse. C'est la destination phare pour faire du ski. En hiver, on a une neige incroyable. On part les skis au pied depuis la mer et on redescend avec les spatules qui viennent pratiquement toucher le ressac. Donc, c'est des expériences assez hors du commun. Je m'arrête là parce que sinon, je vais m'arrêter.
Oui, ça a l'air d'être une autre ambiance, la Norvège, en hiver. Cyril, si tu as guidé là-bas ou Émilie, si tu y es allée, je sais pas, qu'est-ce qui est un peu différent de l'été, l'hiver là-bas? Bah, non, ouais, clairement, c'est deux ambiances complètement différentes. Et comme disait Quentin, ouais, ce qui est très chouette en Norvège pour les voyageurs et pour nous en tant que guide, c'est que vous êtes vraiment dans un monde de neige, en mode tout blanc. Les routes sont enneigées, les camions sont équipés de pneus clous pour pouvoir se déplacer sans problème. Mais toutes les randos se font au bord des fjords. Vous avez de la neige directement au pied. Donc, c'est quelque chose où, de votre hébergement, vous pouvez même partir de votre hébergement avec les raquettes en sortant de votre hébergement, aller faire un sommet qui est juste au-dessus de votre hébergement. C'est une ambiance vraiment de blanc permanente. C'est des ambiances c'est une lumière très particulière. J'adore les ambiances d'été, soleil de minuit, mais l'ambiance hiver et les couleurs qu'on a là-haut, c'est des choses qui sont très compliquées à expliquer puis à montrer en photo. C'est des bleus un peu très, très métal, très glacial, avec des couleurs, des soleils rasants, des nuages qui peuvent un peu changer toute l'ambiance qu'on peut avoir. Donc non, c'est clairement une ambiance différente. Et je suis obligé, un peu je ne vais pas faire trop long, mais d'étaler très rapidement sur les aurores boréales, parce qu'on sait que c'est là le pays, les destinations phares pour les aurores boréales. Moi, c'est quelque chose que je raconte souvent aux gens. C'est une des premières choses qu'ils nous demandent, nous, guides. Est-ce qu'on va avoir des aurores boréales qui sortent de l'aéroport? Évidemment que les gens viennent. Moi, la première fois que je suis allé en Norvège, c'est une des premières choses que j'attendais l'hiver. Moi, j'ai la chance dans tous mes circuits depuis pas mal d'années, d'en avoir vu au moins une fois dans votre semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous partez en Norvège, je pense que même 2-3 jours, si vous voulez voir des aurores boréales, vous allez en voir. Après, il faut s'armer de patience, bons vêtements pour pouvoir patienter dehors l'hiver quand il fait froid. Mais c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose qui va forcément arriver. Il faut accepter comme le disait Quentin, de rester à 2h, 3h du matin pour en voir, peut-être dans le froid. On a la chance avec nos hébergements de pouvoir rester au chaud dans les hébergements. Que si vous avez la chance dans votre groupe d'avoir un volontaire qui accepte de faire le quart pour observer les aurores boréales, de venir toquer à la fenêtre pour vous dire, il y en a, et ça arrive. Voilà, je dis depuis des années là-haut et beaucoup l'hiver, on en voit. N'hésitez pas, mais armez-vous de patience. Et des fois, il y en a, les premiers jours, on en voit et c'est un spectacle de fou. Des fois, il faut être un peu plus patient, accepter de ne pas aller se coucher à minuit tous les jours. Et vous allez forcément en voir. OK, génial. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Émilie? Oui, je voulais rebondir sur la lumière dont parlait Cyril, pour aussi ceux qui se posent la question. Donc, nuit polaire, ça veut parfois dire 24 heures de nuit, mais ça ne veut pas dire, comme on pourrait l'avoir en France, de la nuit noire totale. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on va quand même aller randonner avec sa lampe frontale, un minimum de lumière, mais des fois, en fait, on pourrait totalement éteindre la lumière et marcher à l'allure de la lune, cette espèce de petite luminosité qui reste constante et qui fait ce bleu électrique, cette lueur dans le ciel. Et moi, ce que j'aime particulièrement, en fait, c'est les bruits qu'on entend. Déjà, on est dans des zones qui ne sont pas si fréquentées que ça l'hiver. On est souvent, quand moi j'y étais, j'ai croisé aucun autre groupe, même pas de locaux, en tout cas sur les itinéraires qu'on a empruntés. Et donc, parfois, on va avoir ce silence qui va régner dans le groupe parce que chacun est dans la contemplation. On va entendre le crissement des raquettes dans la neige. On va des fois entendre l'envol d'un oiseau. Et c'est une espèce de magie où on se rend vraiment, on est en lien direct avec la nature. Et pour l'anecdote sur les aurores boréales, cet hiver en mars, on dormait en refuge et du coup, une personne de notre groupe est allée aux toilettes qui étaient à l'extérieur. Puis d'un coup, on l'a vu revenir en courant en disant c'est maintenant, il faut sortir. Et puis là, des aurores comme on n'en avait jamais vu. Donc des fois, les applis, c'est super utile et clairement, il faut les utiliser pour en voir. Mais des fois, ça peut être tout simplement le hasard. Et puis, les aurores, elles sont la plupart du temps plutôt verdâtres, on va dire, un vert plus ou moins puissant. Et puis cette fois-là, il y avait vraiment du rose, du rouge. Donc elles étaient particulièrement colorées et assez uniques. OK, et bah, super, merci en tout cas pour, tous vos partages. On va passer sur la partie un peu, questions-réponses. Si vous voulez, j'ai mis un petit sondage juste en attendant, pour savoir si ça vous intéresse une visio sur la Norvège, en hiver plutôt. Dites-nous oui ou non et
on s'exécutera ensuite, évidemment. Alors, on a quelques petites questions. Si on continue un peu sur les aurores boréales, puisque ça a l'air d'avoir pas mal plu, on me demande si c'est souvent, enfin, est-ce que c'est décevant au final de les voir à l'œil nu? Parce qu'on dit souvent que les appareils photo ou les téléphones, ça amplifie un peu les couleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même, enfin, on est quand même content de les voir, non? Je sais. Oui. Ouais, le mot décevant, clairement, on peut l'oublier, non, on ne peut pas être déçu. Après, voilà, en tant que guide, souvent les gens me posent la question, et c'est très naturel de dire est-ce que vous, les guides, vous êtes blasés de voir des aurores boréales? Non, clairement, on ne peut pas être blasé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas être déçu de votre photo, mais c'est quelque chose qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'une aurore boréale, ça danse, ça bouge, ça se déplace au-dessus de vous, ça se déplace au nord, à l'ouest, de partout. Donc, c'est un spectacle vivant. C'est-à-dire qu'une photo, même très belle, ça ne rendra jamais vraiment ce que vous allez vivre sur une aurore boréale. Donc, le côté déception, non, mais le côté surprise, moi, j'ai très souvent eu des gens qui, le premier soir, on envoie des, moi, je considère comme des aurores très faibles, qui vont être émerveillés parce que ça bouge au-dessus de ta tête, ça a l'impression de recevoir un peu voilà, toutes ces particules-là. Il y a un côté aussi magique. Hein. Il y a une explication scientifique à ce phénomène qui est assez récente d'ailleurs. Il n'y a pas si longtemps que ça à l'échelle des temps scientifiques. Mais non, il y a ce côté magique qui fait que une belle photo ne rendra jamais ce que vous pouvez voir en vrai. Non, pas de déception, mais ouais, différence entre ce que vous voyez sur Internet et ce que vous allez vraiment vivre en vrai. Ça, c'est clair. En photo, elles peuvent être un peu plus colorées, tout simplement parce que comment on prend une photo d'aurore boréale, c'est pas un seul clic. C'est que ce soit avec un téléphone ou un appareil photo, on va faire une photo avec une longue prise. C'est-à-dire que la photo va mettre 4-5 secondes à se déclencher, ce qui fait qu'elle va absorber toute la lumière pendant 4-5 secondes. Donc forcément, si on fait la même chose sur un coucher de soleil, et ben, ça va rendre les couleurs très très intenses. Et c'est pour ça qu'on peut des fois avoir des photos vertes fluo, mais ça n'en change rien. La sensation qu'on a quand on en voit pour la première fois, il y a vraiment cette sensation de danse autour de nous. Et en plus, si on a un petit peu appris ce qui se passe en Scandinavie, parfois en Islande, et ben on sait à quel point ces aurores, elles sont chargées aussi de culture, d'histoire. On y voit des traces du passé, de nos ancêtres, plein de mythes et légendes, et ça les rend encore plus riches. Ok, top. Bon, bah, merci d'avoir répondu à cette question. Nous, on en parlait tout à l'heure ensemble, mais j'ai une question sur un peu le surtourisme en Norvège. Est-ce qu'aujourd'hui, les sites principaux ne sont pas un peu victimes de leur succès? On en parlait ensemble tout à l'heure. Je sais pas, Émilie, du coup, tu as l'air d'être un peu calée sur la question. Alors, c'est sûr, hein, les lieux qu'on voit des fois partout sur Instagram, sur Google Images, ils peuvent être victimes de leur succès. Nous, on essaye à la fois de proposer ces images de cartes postales, mais aussi des randonnées que seuls nous, parfois, connaissons. Et Cyril saura bien en parler. Ce qui fait on arrive à avoir l'image que les voyageurs avaient dans leur tête en partant. Et finalement, des fois, en rentrant chez eux, ils se disent, j'adorais, mais c'est pas du tout ce que j'ai préféré. J'ai préféré les randos, on était vraiment tout seul. Ou alors, on peut aussi, justement, on en parlait, décaler nos journées. C'est-à-dire que cette rando qui est très touristique, et on va la faire à 18h. C'est pas grave, on a le temps, en fait. Le fait qu'on soit autonome avec son véhicule fait qu'on peut décider nous-mêmes de ce qu'on fait. Et au-delà de ça, on est, par exemple, les Lofoten, qui ont eu beaucoup de succès ces dernières années. Il ne faut pas oublier qu'on peut entendre que c'est très touristique, mais j'ai envie de dire, là où on le voit le plus, c'est sur la route. Il n'y a qu'une seule route qui traverse les îles Lofoten, ce qui fait qu'on peut vite être un petit peu retardé par un camping-car ou un van, ce qui n'est pas, on est loin des bouchons du trafic parisien ou lyonnais. Mais pour autant, une fois qu'on est en randonnée, Quentin ou Cyril, coupez-moi si c'est faux, mais on croise assez rarement d'autres groupes de personnes. Donc, on a quand même cette sensation de seul au monde. Et on parlait aussi avant des hébergements. Le fait qu'on a aujourd'hui des cabanes de pêcheurs, des rorbous, fait qu'on ne peut pas accueillir ces gros groupes de 50 qui viennent en bus et qui se déversent parfois dans les lieux touristiques. Donc, tout simplement, on va déjà limiter ce tourisme-là. Donc, on va rencontrer des gens, mais ça va être peut-être plus des aventuriers, des van-lifers et des gens qui comprennent aussi peut-être un peu plus ce que c'est le voyage. Donc, on peut le ressentir, mais on est loin des lieux touristiques blindés de monde qu'on peut imaginer.
Ok, je pense que la réponse est ultra complète. Merci beaucoup. J'ai peut-être une question un peu plus pratique pour toi, Quentin. J'ai quelqu'un qui me demande s'il pouvait partir seul avec 66 ou il faut mieux partir à deux. Je pense peut-être en liberté ou en sur-mesure, à mon avis, sur cette question. Euh, Ouais, bah alors nous les voyages sur mesure, on les fait à partir de 2 personnes, de manière assez concrète. Donc pour une personne, on orientera plutôt les gens sur des voyages en groupe, de rejoindre un de nos groupes qui seront guidés par des gens formidables comme Cyril, par exemple. Et sinon, pour les voyages sur mesure, ouais, c'est à partir de 2 personnes, notamment pour des raisons de sécurité. On ne prévoit pas des voyages pour des gens qui voyagent vraiment seuls, en tout cas pas des voyages sur mesure. Ok, et bah top. J'essaye un peu de regarder toutes les questions. On en pose encore quelques-unes, mais on va bientôt arrêter parce que c'est bientôt l'heure de manger, même pour vous. Voilà, donc on va pas vous embêter plus longtemps. Euh, j'ai une petite question sur l'équipement. Donc, on m'a dit que la météo était changeante, mais est-ce que c'est la même chose au niveau des températures? Et est-ce qu'il faut des chaussures au niveau trail Gore-Tex peuvent suffire ou plutôt des chaussures de randonnée? Plutôt au niveau équipement, toi Cyril, tu conseillerais quoi? Non, ouais, c'est sûr que oui, la météo est très changeante. Donc, dans votre sac à dos, mais ça, on va vous préciser au moment de votre voyage, vous allez tout avoir. Moi, ce que je dis souvent, c'est la même chose que de faire une rando plus classique en France, dans les Alpes, dans les Pyrénées. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à mettre une veste un peu plus chaude quand vous arrivez au sommet. Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les chemins, oui, les paysages de la Norvège font que les chemins sont souvent humides. On a souvent des terrains de ce qu'on appelle de tourbières qui peuvent être gorgés d'eau. C'est mieux d'avoir des bonnes chaussures hautes, un peu, oui, la marque, on va dire, de la membrane Gore-Tex. C'est sûr que ça va vous aider à être un peu plus confort. Après, il faut aussi savoir que la plupart de nos circuits bord durs, si vous avez des chaussures pas forcément adaptées, il faut penser que tous les soirs, vous pouvez être au chaud. Les hébergements et les maisons, de toute façon, des Norvégiens sont toutes équipées pour, avec des très bons sèche-chaussures, vous permettre d'avoir vos chaussures toutes chaudes le matin. Donc, non, oui, des bons vêtements, ça c'est clair, c'est quelque chose qui peut changer l'expérience en Norvège. Souvent, moi, je dis beaucoup aux gens, voilà, d'accepter cette météo, d'accepter ces conditions. Ça fait partie du pays, ça fait partie de la Norvège, que ça peut tout vous changer d'être bien habillé. Moi, j'ai passé des super moments. Après, voilà, je sais, on m'a souvent dit que nous, en tant que guide, voilà, on aime bien aussi aller se mettre dans des conditions un peu compliquées, mais même pour les gens du groupe, de passer 20 minutes sous une petite pluie avec un bon petit vent norvégien, si vous êtes bien équipé, c'est une expérience qui est vraiment chouette. C'est sûr que si vous avez juste votre petit t-shirt et votre petit pull pas adapté, ça peut être désagréable. Il suffit juste de penser à avoir les bons vêtements et l'expérience, elle est géniale. Il faut bien s'habiller, ça c'est sûr. Ok, mais globalement, le guide est là pour vous prévenir de toute façon. Exactement. Et une petite question rapide, est-ce qu'on voit des ours là-bas? Non. Sur la Norvège continentale, il n'y aura pas d'ours. On n'en verra pas ni des ours bruns, ni des ours polaires. Après, sur l'archipel du Svalbard, pour ceux qui connaissent, c'est un archipel qui se situe au nord de la Norvège, qui est administré par la Norvège, mais qui est un territoire un peu particulier. Là, on a 3000 à 5000 ours polaires. Mais sur la Norvège continentale, celle dont on parle depuis une heure, il n'y aura pas d'ours. Ok, top. Et une dernière question et après on vous laisse. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter demain par téléphone ou par mail. Quentin se fera probablement un plaisir de répondre à toutes vos questions et à vous suggérer des voyages soit dans les Lofoten ou alors en Norvège du Sud ou même pour l'hiver. La petite dernière question, c'est encore sur les aurores boréales. Il est plus probable d'en voir quand, en fait, des aurores boréales? Je sais- Alors, moi, je veux juste me permettre de répondre, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on a très souvent, et ce que je dis à chaque fois. Si vous êtes très cartésien, très pragmatique, très scientifique, tout ce que vous voulez, c'est sûr que la meilleure période, c'est d'y aller fin décembre. C'est l'hiver, les nuits noires sont beaucoup plus longues. On va dire que statistiquement, vous avez plus de chances. Après, vous allez peut-être voir sur Internet qui vont parler de période plutôt au mois de février-mars, parce que les conditions météo vont être un peu plus clémentes, donc moins de nébulosité pour en voir. Moi, j'ai guidé depuis des années, un peu à toute saison. Clairement, pour moi, il n'y a pas de meilleure saison pour en voir. J'en ai vu des très belles fin août,
faut savoir que fin août, au Lofoten, on a déjà des tout débuts de nuit noire qui vont durer peut-être une demi-heure, 1 heure. Et si vous avez la chance d'avoir ce phénomène, qui est un phénomène optique finalement, que l'homme voit que quand il fait nuit noire, vous pouvez avoir des très belles au mois d'août. Donc non, la seule contrainte, c'est qu'il fasse nuit noire, tout simplement. Il n'y a pas vraiment de meilleure période pour les aurores boréales. Je suis Ok. tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Cyril. Pour le coup, à partir du moment où il fait nuit, sortez. Et potentiellement, il y en aura de très belles, même si l'indice est faible ce jour-là. Parfois, on n'arrive pas encore à l'expliquer, mais on peut avoir des choses très belles dans le ciel, alors que rien ne laissait présager, quoi. Ok. Et du coup, juste une petite question rapide sur les aurores boréales et après, on arrête vraiment. Vous utilisez quoi comme application en général? Alors, moi, en tant que guide, oui, c'est vrai qu'il y en a 15 000 qui se ressemblent plus ou moins. Il y en a des beaucoup plus compliqués. Moi, c'est mon rôle aussi en tant que guide d'expliquer aux gens que oui, c'est très bien les applications. Je m'en sers aussi. Mais clairement, je m'en sers pour expliquer aux gens comment ça marche, que ça permet de comprendre le phénomène d'un point de vue scientifique. Donc ça, c'est important. D'avoir ces données de satellite, ça, c'est très important. Clairement, pour parler dans le point de vue technique, il y a une application qui s'appelle tout simplement Aurora, qui va vous donner des indices capés. On va pas rentrer dans les détails. Pour avoir des indices capés qui sont donnés très faibles pour l'application, j'ai déjà eu la chance d'en voir des très très belles. Et à l'inverse, le lendemain, d'avoir des indices capés donnés par cette application très élevés, on va voir des un peu plus faibles. Donc oui, il y a une application que moi je me sers beaucoup parce qu'elle est très simple, tout simplement. Elle n'incite pas les gens, elle donne juste les données brutes, ça s'appelle Aurora. Mais il y en a, elles se valent toutes. Alors, elle envoie parfois des petites notifications en pleine nuit, ça nous permet de on se Voilà. réveille et on sort un petit peu. Et d'avoir aussi l'indice nuageux, qui forcément, on peut avoir des très belles aurores boréales, mais qui sont cachées par des nuages. Donc, on a toutes ces données au même endroit. Et il y a un outil de probabilité toutes les 15 minutes, c'est pas mal. Ouais, juste petite anecdote, ça arrive à chaque fois dans mes groupes. Les gens vont télécharger cette application, pensez bien à désactiver les notifications quand vous rentrez en France. Parce que les gens, des fois, sont un peu frustrés. Donc, non, ça ne marche plus en France. Il faut penser à désactiver vos notifications. Ça a marché cette année. Ça a marché cette année. Ça a marché cette année. J'ai eu la notification et je me suis dit, pouf, n'importe quoi. Et le lendemain, aux infos, je vois qu'il y avait des aurores de fou dans le ciel en France. Ah, écoute. Bon, bah, merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette vidéo. Je pense que tout le monde a appris plein de choses et en tout cas a maintenant envie de partir en Norvège. Donc, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, vous qui nous avez suivis, à nous contacter soit par mail ou par numéro de téléphone. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et en tout cas à vous emmener voyager en Norvège.